Bon, d'abord, je précise que je suis ni historien, ni sinologue, et donc, mais ça ne doit pas être une excuse pour les imprécisions de mon exposé. Donc, je vous donne le plan de mon exposé. Je me sens obligé de faire un petit récapitulatif, un petit rappel d'histoire de la Chine moderne, disons. Puis, on parlera des différents mouvements qui ont amené des étudiants chinois en France, le mouvement travail-études et ce qui nous intéresse le plus directement, l'Institut franco-chinois de Lyon, appelé en Chine Université franco-chinoise, l'IFCL. On parlera de la marche sur Lyon, du fonctionnement de cet institut, des difficultés rencontrées, des études, et puis des étudiants, de la place de ces étudiants dans l'agitation des années 20 et 30 en France et en Chine, du devenir des élèves et de l'impact de l'Institut en Chine et forcément aussi en France. Je passerai un peu de temps sur un exemple un peu approfondi qui est celui de Cheng Maolan, qui est un astrophysicien qui a participé à la fois à la création de l'astrophysique en France et en Chine. C'est probablement la seule chose originale dans cet exposé. C'est basé sur une publication que j'ai faite il y a peu de temps. Et puis on essaiera de conclure. Alors, un digest d'histoire de la Chine moderne. En 1644, c'est l'effondrement de la dynastie Ming et c'est la dynastie Qing, une dynastie de barbares mandchous qui s'empare du pays. Évidemment, après, il y a quelques années particulièrement désagréables, mais les choses changent sous le règne de l'empereur Kangxi. Vous voyez que c'est un contemporain de Louis XIV qui réussit à récupérer la confiance des milieux fonctionnaires, de ce qu'on appelle nous les mandarins, et donc à récupérer le contrôle de l'État. C'est quelqu'un qui déclenche de grands travaux matériels, mais aussi intellectuels, comme un dictionnaire, des traités d'histoire, de poésie, des anthologies poétiques. Et la confiance retrouvée lui permet d'engager des réformes fiscales qui vont favoriser grandement les paysans. C'est l'époque où les agronomes chinois implantent en Chine les plantes américaines, sorgho, maïs, etc. Et la pomme de terre. C'est aussi la grande époque des jésuites en Chine. Les jésuites sont dans l'entourage immédiat de l'empereur. Ils sont directeurs de l'observatoire, ils font la carte de la Chine. Et un certain nombre d'entre eux sont passés par le grand collège jésuite à Lyon, l'actuel lycée Ampère. En 1750, c'est incontestable que la Chine est le pays le plus riche du monde, que les paysans sont beaucoup plus riches que les paysans français. Vous verrez par exemple que le Lyonnais Pierre Poivre, de passage à Canton, voit dans la Chine la réalisation de l'idéal des physiocrates. C'est un État confucéen, paternaliste et autoritaire certes, mais qui par rapport aux États européens s'occupe beaucoup plus des sujets. Si vous voulez apprendre des choses là-dessus, la source principale, la plus étonnante à lire, c'est les 4 tomes du traité de Duhalde en 1735, description géographique, historique, etc. de la Chine. C'est ce qui est à l'origine, c'est une des choses qui sont à l'origine de la sinomania du XVIIIe siècle. Malgré tout, il y a des petits problèmes. La richesse entraîne une croissance fulgurante de la population, et puis la Chine exporte, elle exporte du luxe, du thé, de la soie, de la porcelaine, mais elle n'importe absolument rien, rien du tout. Les frontières sont fermées. Pour modérer ça, il faut quand même savoir que le marché chinois est plus grand à cette époque que le marché européen. Mais ça n'est pas du goût des puissances européennes montantes, dont l'Angleterre, qui vont profiter du fait qu'à partir de, disons plutôt de la fin du XVIIIe siècle, il y a un certain affaiblissement de l'État, pour, au début du XIXe siècle, réussir à exporter l'opium en Chine par l'intermédiaire des pirates du Fujian, ce qui entraîne une catastrophe sanitaire et économique. Quand l'État des Qing réagit, leur armée n'est pas du tout apte à s'opposer à l'armée anglaise. C'est la première guerre de l'opium qui se termine par le premier des traités inégaux, le traité de Nankin, avec la concession de Hong Kong, l'ouverture de ports, la clause de la nation la plus favorisée pour l'Angleterre et une clause d'extraterritorialité pour les Britanniques. À partir de 1850, on peut considérer que le pays s'effondre vraiment, avec des révoltes à l'ouest dans le Xinjiang, au nord et au sud. Entre autres au sud, le plus important, le plus dramatique, c'est
la révolte des Taiping, qui réussissent à construire un État pratiquement indépendant, un État révolutionnaire qui proclame l'égalité totale des sexes et la propriété collective des terres. Évidemment, on sait qu'ils ont été écrasés et toutes ces guerres civiles vont produire à peu près entre 20 et 30 millions de morts. La seconde guerre de l'opium, c'est donc à la fin de la deuxième partie du XIXe siècle. On en retiendra l'expédition franco-britannique qui arrive à Pékin en octobre 1956 et qui détruit le palais d'été, qui était une merveille symbiose de l'art d'Orient et de l'art d'Occident, avec des jets d'eau inspirés par Versailles. À part Victor Hugo, eh bien, il n'y a pas grand monde qui protestera. Les Japonais veulent leur part du gâteau, c'est la guerre sino-japonaise, que les Chinois perdent évidemment, avec la perte de la suzeraineté de la Corée, la perte de Taïwan, du Liaodong, l'ouverture complète des frontières et une indemnité de guerre dont certains historiens disent que c'est elle qui a boosté l'économie japonaise. En 1900, c'est l'affaire des boxers. Les boxers, c'est une secte politique, on va dire, qui est soutenue en douce par le pouvoir, qui encercle les ambassades, ce qui déclenche une intervention étrangère. Le pouvoir, avec l'impératrice douairière de ceux-ci, s'enfuit à Xi'an. C'est le fameux épisode des 55 jours de Pékin. Alors, retenez quand même que la conséquence de ça, qui est terrible, c'est une indemnité colossale à verser, 335 millions de dollars or, par annuité croissante, partagée entre toutes les puissances occidentales et le Japon. Retenez ça parce que cette indemnité, on va la voir réapparaître à Lyon. Bon, la colonisation continue. En 1911, le pouvoir Qing disparaît, c'est la République, mais rapidement, il y a la dictature de Yuan Shikai, une dictature. Et après la mort de Yuan Shikai, le pays est plutôt partagé entre les seigneurs de la guerre et il n'y a pas de pouvoir fort centralisé. Pendant la guerre de 14-18, la Chine est du côté des Alliés, elle envoie 140 000 ouvriers en France, et à la fin de la guerre, eh bien, les concessions allemandes qu'elle espérait récupérer, la concession de Qingdao par exemple, elle est donnée au Japon, ce qui déclenche une révolte, le mouvement du 4 mai 1919, avec des grèves, avec des manifestations étudiantes, qui est un mouvement qui est fêté aussi bien à Taïwan qu'à Pékin. Alors, c'est dans ce cadre que c'est à cette époque-là que commence la période qui nous intéresse. Il faut quand même commencer un petit peu avant. D'abord, pourquoi venir étudier en France ? Eh bien, dans les derniers temps des Qing, il y a eu quelques tentatives de modernisation avec des envois d'étudiants en France, au Japon et aux États-Unis. Le but, un certain nombre de personnes éclairées se sont dit que s'ils avaient été battus, si la Chine avait été battue, c'est parce que son système d'enseignement, son système de sciences n'était plus compétitif avec ceux des pays occidentaux et qu'il fallait donc apprendre des pays occidentaux. Donc, parmi les étudiants envoyés avant 1911, on va retenir Li Shizheng. C'est quelqu'un qu'on va revoir tout le temps. Il vient en France, il fait des études à l'école d'agriculture de Montargis, puis à la Sorbonne, et il finit sa formation à l'Institut Pasteur. C'est quelqu'un de sensibilité anarchiste, on va dire un anarchiste à la Kropotkin, et il construit une usine de transformation du soja à la Garenne-Colombe, avec une école à côté où les ouvriers peuvent apprendre un certain nombre de choses. Il a un correspondant en Chine qui est Tsai Yuanpei, on en parlera plus tard, qui lui fournit un local pour une école préparatoire. Et cette organisation va recueillir à peu près 140 étudiants en France. Étudiants ou élèves, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont appris. Le mouvement travail-études, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus même que de l'Institut franco-chinois de Lyon. En 1912 est créée une association travail-études en France, avec une école préparatoire à Pékin et puis des écoles préparatoires dans d'autres villes comme Chengdu. Évidemment, la guerre interrompt cette idée de travail-études. L'idée du travail-études, c'est que des gens vont venir en France étudier et ils travailleront en même temps. Et c'est interrompu évidemment par la guerre. Et en 1919-1920, c'est un succès gigantesque. Il y a 1400 étudiants qui débarquent en France, dont Zhou Enlai et Deng Xiaoping. Ils vont travailler dans les usines de la région parisienne, mais aussi à Saint-Chamond, au Creusot, à Firminy. Pas forcément dans l'enseignement. Ils ne suivront pas forcément des études dans l'enseignement supérieur, ça pourrait être des études secondaires. Voilà. Mais la situation économique de la France en 1919 est tellement médiocre
qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc il y a d'horribles difficultés. C'est un mouvement qui fait en quelque sorte un peu faillite. D'où l'idée de créer autre chose. Et créer autre chose, eh bien, ça va être, au bout du compte, l'Institut franco-chinois de Lyon. Alors, le but, c'est de créer quelque chose qui est uniquement axé sur l'enseignement supérieur, qui est sélectif, donc qui va recevoir un petit nombre d'étudiants, n'ayant pas à gagner leur vie. Et l'Institut sera géré par une association, l'Association universitaire franco-chinoise. Alors, pour monter un projet comme ça, il faut de l'argent. Et c'est là qu'on se rappelle de l'indemnité des boxeurs, qui a été imposée à la Chine. Alors, les États-Unis utilisent l'indemnité des boxeurs pour financer le développement de l'enseignement supérieur en Chine. C'est ce qui va donner à terme la naissance de l'université de Tsinghua. Et Paul Joubin, qui est recteur à Lyon à cette époque, passe à Pékin en 1919 et il propose lui aussi d'investir l'indemnité due à la France dans une nouvelle structure pour l'enseignement supérieur qui, au bout du compte, sera l'Institut franco-chinois de Lyon. Pourquoi Lyon ? Alors pourquoi la France déjà du côté des promoteurs chinois de cette affaire, il fallait que ce soit une république, il ne fallait même pas parler de monarchie constitutionnelle, on veut une république. Donc ça sélectionne. Alors pourquoi Lyon ? Bien sûr, il y a les relations entre Lyon et la Chine, les relations historiques, le commerce de la soie, le voyage de la Chambre de commerce en Chine dans les dernières années du XIXe siècle. Lyon est une ville universitaire où Maurice Courant est le premier professeur de chinois en province à l'université depuis 1903. On peut se souvenir aussi d'Émile Guimet, bien sûr. Et puis, Lyon est entre Marseille et Paris, ce qui n'est pas une stupidité, parce que quand on vient de Chine, le transsibérien à cette époque n'est pas utilisable pour des raisons de guerre civile en Russie. Et on se pose à Marseille, donc c'est raisonnable de s'installer à Lyon. Et Lyon devrait être moins agité politiquement que Paris. Et surtout, il y a une forte motivation chez les universitaires et les hommes politiques, pas seulement les hommes politiques lyonnais d'ailleurs. Alors regardons ce soutien. Chez les universitaires, il y a Paul Jouvin, dont on a déjà parlé, qui est un physicien, un recteur. Et puis il y a Jean Lépine. Jean Lépine qui est vraiment quelqu'un de très prestigieux, il va être académicien, il est doyen de la faculté de médecine. C'est lui qui prend la présidence de l'association universitaire franco-chinoise. On peut ajouter Arthur Klein-Claus, qui est un historien, il n'est pas encore, mais il sera doyen de la faculté des lettres en 1931, il est assesseur en 1924. Et puis Maurice Courant, bien sûr, qui est professeur de chinois, spécialiste aussi de la Corée, qui est le secrétaire général de l'association universitaire. C'est lui qui va mettre les mains dans le cambouis, quand même. Les hommes politiques. Donc, en tête, on peut mettre Marius Moutet, député du Rhône, ancien Dreyfusard, quelqu'un qui ne signera pas, qui refusera les pleins pouvoirs à Pétain aussi. Et bien sûr, Édouard Herriot, sans qui rien n'aurait été possible et qui voit tout ça d'un très bon œil. Et puis, il faut ajouter quelqu'un qui n'est pas lyonnais, c'est Paul Painlevé. Paul Painlevé a été président du Conseil, ministre de la guerre. C'est un très grand mathématicien, quelqu'un de très cultivé. Évidemment, il a un certain poids dans cette affaire. Et du côté chinois, eh bien, on retrouve Li Shizheng, qui est le promoteur de tout ça. Et de l'autre côté, à Pékin, Tsai Yuanpei, qui est président de l'université de Pékin, ministre sous la République et réfugié en Europe à l'époque de la dictature de Yuan Shikai. La mise en route de l'Institut. Alors Jean Lépine propose de commencer tout de suite, avant même l'arrivée des financements. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on ferait facilement à notre époque. Entre 21 et 25, le financement va être très difficile par les gouvernements de Pékin et de Canton. Oui, il y a deux gouvernements. En 1925, les financements boxeurs arrivent enfin et on va avoir une stabilité et une prospérité relative de 26 à 39. Et évidemment, après 39, l'Institut franco-chinois s'effondre. Il y a la guerre ici, il y a la guerre en Chine. Et ce n'est plus qu'un fantôme jusqu'en 1950 où il disparaît définitivement. Enfin, avant d'être recréé. Alors, il faut aussi savoir que cet Institut franco-chinois de Lyon, c'est la partie ultramarine de l'université franco-chinoise de Pékin. Il y avait un projet de construire une université avec un enseignement à la française à Pékin, et dont l'Institut franco-chinois de Lyon aurait été la partie ultramarine. Alors, quand on dit université, il faut penser à un enseignement à la française de tous les niveaux, allant du primaire au supérieur. Donc, il y aura un début de réalisation de cette structure, qui n'ira évidemment pas très loin et qui a été englobé après 1950 dans les universités de Pékin. Voilà le site
de l'université franco-chinoise, qui est quelque part dans le centre de Pékin. Il héberge actuellement un institut d'art et il hébergera probablement, ou peut-être déjà, il héberge quelque chose en lien avec le nouvel institut franco-chinois. Il y a 2 professeurs de français là-bas, André Dormont, qui est sinologue, et Jean-Augustin Bussière, qui est un médecin qui restera là-bas et participera à la résistance anti-japonaise. La marche sur Lyon. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend parler en Chine. C'est fait partie de la geste du Parti communiste chinois. Évidemment, qu'arrive-t-il aux étudiants du travail-études? Eh bien, ils ne sont pas admis à l'IFCL. Et donc, ils s'estiment trahis. Donc, en septembre 21, ils font une délégation à Lyon en provenance de Montargis, de Saint-Chamond et du Creusot. N'étant pas trop entendus, ils occupent le fort Saint-Irénée, où est installé l'Institut. La police française n'entend pas ça d'une bonne oreille et les enferme la nuit au fort Montluc. Ils manifestent le jour rue de la République et finalement, ils sont expulsés de France. Donc, c'est quand même la fin, ce mouvement, c'est la fin très triste du mouvement travail-études. À partir de 1927, des étudiants, des Chinois qui seraient restés en France pourront passer un concours pour rentrer à l'Institut franco-chinois de Lyon, mais ça sera très peu d'entre eux. Le fonctionnement de cet institut. Alors d'abord, c'est le fort Saint-Irénée. Vous voyez ici l'état de l'entrée du fort en 2023, avec écrit Institut franco-chinois d'une part et Université franco-chinoise de l'autre. Et vous voyez ici le plan de l'intérieur du fort Saint-Irénée. Si vous y êtes allé, vous reconnaissez ici ce petit bâtiment. C'est l'actuel nouvel Institut franco-chinois. Les étudiants sont logés en chambre à 4, avec 10 mètres carrés par étudiant. Il y a un réfectoire où on mange de la cuisine chinoise. Et il y a une bibliothèque très importante, une section chinoise de 14 000 volumes, une section européenne de 15 000 volumes, 400 et 150 périodiques. C'est la seule collection créée par les Chinois en dehors de Chine. Le but de cette bibliothèque, c'est que les étudiants ne perdent pas le lien avec leur pays d'origine. Alors, qu'est devenue cette bibliothèque? Eh bien, elle a fini par être récupérée par l'Université Lyon 3, qui l'a versée au fonds chinois de la bibliothèque municipale en 1974. Quand on sort de l'Institut, si on a un peu de sous, on peut aller manger au premier restaurant chinois de Lyon, qui est juste en sortant à gauche, là où maintenant il y a une boulangerie. Et il y a une légende urbaine qui dit que des réunions politiques avec Zhou Enlai et Deng Xiaoping s'y seraient tenues. Il y a beaucoup de légendes sur cet institut. Alors, quel est le programme pédagogique de l'Institut? Il ne délivre aucun diplôme, mais seulement une attestation. Il s'occupe de fait de suivi des étudiants. On peut même dire que c'est Maurice Courant qui s'occupe du suivi des étudiants. Et leur cours, c'est une mise à niveau, car le niveau en français est forcément faible à l'arrivée. Et donc, on va organiser des cours de français. On voulait aussi faire des cours de maths, de chinois, mais tout ça, ça va être très difficile. Alors, l'amélioration des connaissances en français en elle-même est un problème qui va s'avérer très dur. Il faut trouver des profs. Et les profs qui sont recrutés, c'est des directeurs d'école primaire, des profs des lycées lyonnais, des personnels de la bibliothèque municipale. Il y a un professeur d'université qui aussi s'investira. Et toutes ces personnes vont travailler à l'Institut entre 1 et 8 ans, avec un turnover, pour parler moderne, qui est assez important. Ce qui veut, il est probable que parmi toutes ces personnes, il n'y en a aucune qui ait une quelconque qualification pour enseigner le français à des étudiants étrangers. Cette formation obligatoire de 6 mois préalable à toutes les études, c'est quand même entre 15 et 17 heures de cours de français par semaine, en plusieurs groupes, donc il faut quand même un paquet de professeurs pour organiser ça. Alors on peut regarder l'appréciation des enseignants et des étudiants vis-à-vis de cet enseignement du français. Voilà une étudiante, Su Xuelin, qu'on va revoir souvent. Voilà ce qu'elle disait. « Chaque jour, une centaine de mots étaient notés dans mon cahier, mais je n'avais aucun temps libre pour les réviser. Il existait encore des mots que l'on n'arrivait pas à trouver dans le dictionnaire. Ne sachant pas à qui demander, je ne pouvais que les laisser tomber. À ce rythme inefficace, je ne faisais évidemment aucun progrès. » Les enseignants se plaignent d'une assiduité médiocre. Et un étudiant répond, c'est pas moi qui ai traduit, un étudiant chinois répond « Nous ne sommes pas paresseux, nous ne négligeons pas le français, base de nos études. Nous devons avouer aussi qu'il y a quelquefois très peu d'élèves dans quelques classes,
Mais il faut peut-être attribuer cela à certaine inexpérience de professeurs, soit dans la méthode à employer, soit dans les explications à donner. Étant peu satisfaits, nous nous décourageons, etc., etc. Donc c'est ça, les enseignants ne savent pas. On n'a jamais enseigné à cette époque à des étudiants étrangers, a fortiori à des étudiants chinois qui sont d'une langue quand même beaucoup plus loin du français que l'espagnol. Alors les élèves aussi se font face à la face, caractéristique quand même de la culture chinoise, qu'il faut éviter de fâcher les gens. Il y a des élèves âgés qu'on pourrait faire descendre dans des classes inférieures sans les froisser et qui pourtant ne sont pas assez forts. Et puis cet institut, ce fort Saint-Irénée, créé bien avant le monde fermé des cités universitaires. C'était difficilement possible autrement. On ne pouvait pas répartir les étudiants dans toute la ville. Il fallait qu'ils gardent un minimum de contact avec eux. On n'est pas dans les années 90, on est en 1921. Voilà ce que dit Sussuéline, toujours la même. À notre arrivée en France, ce pays civilisé et progressiste, nous sommes retrouvés toute la journée noyés dans un bain chinois. Ce que nous entendions, ce que nous parlions, c'était le chinois. Ce que nous mangions, c'était des plats chinois. Nos chambres ressemblaient des chambres chinoises. Du lever au coucher, le moindre de nos gestes était chinois, comme si nous étions encore en Chine. Du fait de la faiblesse de notre niveau en français, nous n'avions accès ni à la culture, ni à l'histoire française, et des gens et de leurs coutumes, nous savions encore moins. Sussuéline va trouver le moyen de résoudre ça, vous allez voir. Bon, donc, les cours de français, ça vaut ce que ça vaut. Et bon, je propose de regarder un petit peu aussi comment les étudiants se sont intégrés dans l'agitation des années 20-30. Les années 20-30 en Chine, c'est très agité, ça l'est quand même pas mal aussi ailleurs. Alors, déjà, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que dans le règlement de l'Institut franco-chinois, il est écrit « pas de politique ». Malgré tout, on peut commencer en regardant l'état d'esprit des étudiants, ce qui nous dira peut-être une indication sur leur pensée politique. Et pour s'intéresser à l'état d'esprit des étudiants, quoi de mieux que de regarder leur relation avec Maurice Courant, qui a dépensé une énergie folle dans cet institut, mais vous allez voir que les relations avec Maurice Courant étaient plus ou moins tendues. Comment transcrit-on les noms propres en chinois? Eh bien, on cherche une combinaison de caractères, de mots, qui sonnent à peu près comme le mot qu'on veut transcrire. Par exemple, Lépine, le doyen Lépine, ça sera Laibine, ce qui veut dire à peu près haute. Vous voyez, c'est quelque chose de respectueux. Mais c'est une langue où il y a suffisamment d'homonymes et de quasi-homonymes pour que vous puissiez trouver des transcriptions respectueuses ou des transcriptions pas du tout sympathiques si la personne ne vous est pas sympathique. Alors pour courant, on trouve Gourung ou Gourong, ancien, persévérant, antiquité, grandeur. Ça, c'est très, très respectueux. Mais on trouve aussi Roulant, Tigre-loup. Et ça, c'est beaucoup moins... J'en vois qui rit. Ça, c'est beaucoup moins gentil. Écoutons à nouveau Sussuéline. J'ai été surprise d'apprendre que M. Courant était un royaliste. La plupart des étudiants n'étaient pas contents de M. Courant. On se moquait de sa fidélité envers la royauté quand on en parlait. Vous verrez, Sussuéline, ce n'est pas une pétroleuse. Hein. Dans un journal chinois de l'époque, on peut lire, c'est pas moi qui ai traduit, comme ce directeur par intérim, Tigre-loup, a assumé un poste à Pékin il y a 20 ou 30 ans, il sait parler passablement chinois. Il garde encore une version ancienne d'il y a 30 ans et nous considère comme des esclaves de la dynastie des Qing. Il ne peut pas imaginer que nous soyons déjà des hommes libres de la République, Courant prend des grands airs, ce qui est tout à fait ridicule. Bien. Eh bien voilà à nouveau Sussuéline qui revient. Les filles françaises doivent être accompagnées par leur famille dans leur trajet entre la maison et l'école. Les filles ne peuvent pas sortir avec les hommes sans l'accord de leur famille. Pour nous, les jeunes Chinois libérés par le mouvement du 4 mai, il était habituel de se conduire librement. Donc ça donne un peu l'image d'un groupe de gens très libertaires, hein, très libres dans leur comportement et le revendiquant. Du coup, on peut se poser la question de leur engagement politique, si tant est qu'il y en ait un. Alors, d'après un mémoire de maîtrise de Lyon 2, il y aurait eu, en 1923, 7 étudiants affiliés à des organisations anarchistes. 21 au Parti communiste chinois, c'est en 23, qui n'a que 2 ans d'âge. Le Parti social-démocrate n'aurait pas eu d'adhérence, ce qui est un peu surprenant, et le Kuomintang 11, le Parti de la jeunesse chinois 1. Alors, il faut savoir qu'en 23, en 23 et jusqu'en 27, on pouvait être à la fois membre du Kuomintang et du Parti communiste chinois. Les exemples, c'est Zhou Enlai et Deng Xiaoping.
Alors, le Kuomintang lui-même a été fondé pour Lyon et peut-être aussi pour l'Europe le 25 novembre 23 dans une réunion qui s'est tenue place de Triomphe dans le café qui existe toujours ou peut-être dans la maison à côté. 2 personnes importantes y auraient participé, Zhou Enlai, qu'on ne va pas présenter, et Zhang Zhuoming, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Pas de politique à l'IFCL? Eh bien, ça mérite d'être regardé d'un peu plus près. Par exemple, le cas de Zhang Tong, qui est officiellement un anarchiste et qui écrit un article dans le journal Minguo Zhebao, c'est-à-dire le journal de la République. C'est un article écrit en chinois. L'Angleterre et la France. C'est un article à propos du mouvement du 30 mai. Le 30 mai, c'est le jour où la police de la concession internationale, aidée par les bandes mafieuses, a tiré sur des ouvriers à Shanghai. Et donc, il y a quand même quelqu'un qui a fourni à la police française la traduction de l'article, de sorte que Zhang Tong a failli être expulsé, expulsion annulée grâce à l'intervention de la UFC. Ça, c'est en 25. Maintenant, regardons le cas de Yang Yijin, un des fondateurs du Kuomintang à Lyon. Il est exclu en 27, en septembre 27. Donc Yang Yijin appartenait à la branche gauche du Kuomintang, celle qui, le 12 avril 1927, est massacrée par le coup d'État de Chiang Kai-shek à Shanghai. Et donc, il est exclu à la demande de Peng Xiang, un représentant du Kuomintang à l'IFCL, peut-être aussi à la demande de l'ambassade de Chine, et donc ce représentant du Kuomintang a su prendre le tournant idéologique rapide voilà, pour expulser tous les indésirables. Donc pas de politique. Bon. Alors, le devenir des élèves et l'impact en Chine. Il y a eu 473 étudiants. Chiffres, on trouve des chiffres différents des fois. 30 étudiants sont restés en France. La durée du séjour, c'est 4-5 ans, plus si les étudiants font des thèses, et un quart d'entre eux ont soutenu une thèse. Sur 37 étudiants retournés en 1935, 22 ont fait des carrières universitaires et les autres se sont répartis dans plein d'autres métiers, mais principalement des métiers publics. Cadre, ingénieur, ça ne décrit pas ce qu'ils ont fait vraiment. Quant à ceux qui restent en France, eh bien, il y a la cause principale, c'est le mariage, avec mariage sino-français. Et puis, il y a des retours tardifs après une carrière en France, par exemple Chen Maolan, dont on va parler, ou Liang Peijian, qui, après une carrière à l'INALCO, a été professeur à Pékin. Alors, on ne peut pas regarder les destinées de tout le monde, mais voilà quelques destinées remarquables. J'ai choisi Pan Yuliang, qui est une artiste, une peintre, sculptrice, graveuse. Elle avait été vendue à l'âge de 13 ans à un bordel de Shanghai, rachetée par Pan Zhanrua, qui lui donne son nom. Elle fait une école des beaux-arts à Shanghai, grâce à Chen Duxiu, un des fondateurs du Parti communiste. Elle vient à Lyon, puis elle fait les beaux-arts à Paris. Elle est quand même prix de Rome. Elle retourne en Chine jusqu'en 1937, puis elle revient en France parce que ça ne marche pas trop fort en Chine, et puis c'est 1937, quoi. Sa vie est retracée dans un film, Hua Hun, l'homme de la peinture, de Huang Shuqin et Zhang Yimou. Zhang Yimou, c'est l'auteur de Épouse et concubine, Le Sorgho Rouge, fait des films assez célèbres, où elle est incarnée par la compagne à l'époque de Zhang Yimou et son égérie, disons, Gongli. Voilà un tableau de cet artiste qui est au musée de l'Anhui, qui rachète systématiquement tous ses tableaux. Un tableau de 1960, et puis l'affiche du film. Chang Shu-hong, c'est un autre artiste. Il fait l'école de tissage, puis apprend la peinture aux Beaux-Arts de Lyon, donc c'est quelque chose de très lyonnais. Ensuite, il va à Paris, à l'École nationale des beaux-arts, et plusieurs musées français achètent plusieurs de ses œuvres. Il y a 2 œuvres de lui au centre Georges Pompidou et 2 œuvres au musée des beaux-arts de Lyon. Grâce à notre collègue du musée des beaux-arts, j'ai pu récupérer les images des tableaux. Donc voici un tableau qui est à Lyon, un autre, un troisième qui n'est pas à Lyon. Et puis Chang Shu-hong, un jour à Paris, achète un bouquin, un livre de Paul Peillot, qui est un grand archéologue, un livre sur les grottes de Mogao. Les grottes de Mogao, c'est un millier de grottes bouddhiques ici, dans lesquelles on a trouvé une bibliothèque qui était enfermée, complètement cachetée depuis 1000 ans. Apprenant ça, Chang Shu-hong va, avec sa fille Chang Shana, Shana ça veut dire Saône, s'installer à Dunhuang, où il va rester toute sa vie. Il fonde les études modernes sur Dunhuang, qui est actuellement au patrimoine mondial. Li Zherua, lui, il est resté, puisqu'il a épousé Jacqueline Alézaïs, qui a été professeure de chinois à Lyon 2, et il est donc resté en France. Alors,
Jacqueline Alisaïs et Lidge Roy, avec un peu d'aide d'André Dormont, ont traduit Le Rêve dans le pavillon rouge, un grand roman chinois du XVIIIe siècle. Ça fait deux tomes dans la Pléiade. Hein. Vous le voyez ici, le jour de la visite de Xi Jinping avec Gérard Collomb, là, ici, au Nouvel Institut franco-chinois. L'homme qui est derrière lui est son fils. Et ça m'émeut un peu, puisque j'étais avec lui étudiant, et on trouvait ça fantastique qu'un de nos collègues ait une mère prof de chinois. Ça paraissait fou à l'époque. Puis il avait aussi un cousin qui était garde rouge, ce qui était vraiment comme un lien avec la planète Mars. Hein. Yu Binglie, lui, c'est un élève de Tony Garnier. Malheureusement, il meurt jeune. Il est architecte et urbaniste. Voilà ce que j'ai pu retrouver de lui. C'est un projet pour la cité universitaire de Paris, bon, qui sera classé deuxième. Quand un autre architecte, Céline Cumming, 98 ans quand même, hein, il s'est installé à Canton et il a construit beaucoup de choses à Canton, dont cette bibliothèque et l'hôtel de ville de Canton, ainsi qu'une partie du mausolée Sun Yat-sen. Et puis il a fait un peu d'urbanisme. Donc c'est quelqu'un qui est important pour la ville de Canton. Voilà deux physiciens, Zheng Dazhang, qui fait une thèse avec Marie Curie et qui fonde l'Institut du radium de Pékin. Ye Yunli, lui, fait une thèse avec Jean Perrin et il va fonder la physique nucléaire en Chine. Et revenons sur Su Xuelin. Vous vous rappelez de Su Xuelin, qu'on a beaucoup entendu. Eh bien, elle loge rapidement hors de l'Institut, dans un pensionnat de jeunes filles, et elle passe ses loisirs à explorer la région lyonnaise. Elle participe par exemple aux vendanges. Elle se convertit au catholicisme. On la retrouvera professeure à l'université de Wuhan, puis après 1949 à Taïwan. C'est une spécialiste des textes chinois anciens et des mythologies grecques et romaines. Ah, bien sûr, il y a eu aussi des destins tragiques. Alors on ne peut pas en faire la liste complète parce que entre les guerres et les mauvais états sanitaires de la Chine à l'époque, il y a eu des gens dont la vie a été beaucoup abrégée. Mais on va en citer un, c'est Zhang Zhoming. Zhang Zhoming, elle a participé au mouvement du 4 mai 1919, ce qui lui a valu 6 mois de prison. C'est une amie de Zhou Enlai. Dans beaucoup d'écrits, on voit même écrit que c'était la compagne de Zhou Enlai pendant quelque temps. En tout cas, elle est membre du Parti communiste pendant 4 ans. Elle est au travail-études en France en 1921 et elle passe le concours pour entrer à l'Institut franco-chinois en 1927 et elle aurait participé à la fondation du Kuomintang à Lyon, comme je l'ai déjà dit. Elle fait une thèse sur André Gide, ce qui n'est pas rien en 1930. Si vous allez au Nouvel Institut franco-chinois, vous verrez la lettre que Gide lui a adressée pour la féliciter. Elle épouse finalement Huang Kun, qui est un ethnologue, un élève de Marcel Mauss, et on la retrouve professeure à l'université du Yunnan, donc complètement au sud-ouest de la Chine, là où d'ailleurs les universités se sont rapatriées au moment de la guerre. Malheureusement, en 1958, elle se suicide. Et elle se suicide pourquoi ? Parce qu'elle est victime de la campagne anti-droitier de 1958, qui la pousse au suicide. Elle sera réhabilitée après, entre autres sous la pression de Zhou Enlai. Je voulais presque finir sur un cas particulier qui est celui d'un astrophysicien, Cheng Maolan, qui a participé conjointement, pas conjointement, qui a participé à la naissance de l'astrophysique moderne en France et en Chine. Alors d'abord, pour donner un peu sa bio, je sais pas ce qu'on voit, oui, vers où il y a le petit point rouge, c'est son village natal, qui est Boyer, dans le Rebeil, où il est né en 1905. Il va ensuite faire des études secondaires à Baoding, qui est maintenant une petite ville d'1 million d'habitants. Et ensuite, il va à Pékin préparer son voyage en France. Quand il arrive en France, il n'intègre pas l'IFCL, et ça, on ne sait pas pourquoi. Il réussit malgré tout à passer 2 certificats de licence à Rennes, très péniblement, en travaillant. Il intègre l'Institut en 1932 et finit sa licence en 1935, tout ça dans des conditions de vie particulièrement mauvaises. Il existe une biographie officielle qui a été écrite par un de ses anciens élèves qui ne connaît pas le français, et c'est assez difficile de rétablir les choses. Il devient élève de Jean Dufay. Jean Dufay, c'est l'astronome directeur de l'Observatoire de Lyon à Lyon depuis 1929 et directeur à partir de 1933, qui fait un de ceux qui font bifurquer l'astronomie vers l'astrophysique avec des liens avec les physiciens. Je vous renvoie à la conférence de Marie-Geneviève Blanchin et Juliette Taillon en 2020 ou 2021. Alors, Cheng Maolan débute sa thèse avec Dufay. Il collabore et il collaborera pendant toute sa période française avec Marie Bloch, que vous voyez ici.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressé à Cheng Maolan, c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais vacataire à l'observatoire, petite main en quelque sorte, et un jour j'ai entendu Marie Bloch dire « J'ai reçu une lettre de Cheng Maolan, une lettre qui venait de Chine pendant la révolution culturelle, une lettre de la planète Mars. » Et il a soutenu sa thèse en 1941. Donc vous le voyez ici, entouré de deux gamins, dont un s'appelle Gozit, et qui est Paul Gozit, qui est toujours à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, à la tête de Lutrin, de la galerie Le Lutrin. C'est juste avant la guerre, hein, ça. Donc il fait une carrière au CNRS pendant 16 ans. Alors, le CNRS est créé en 1939. Lui, il devient boursier du CNRS en 1941. Donc, sa vie s'améliore au moment où celle de l'ensemble de la population s'effondre. Enfin, elle s'améliore, mais peut-être pas tant que ça, quand même. On le retrouve chargé de recherche à la fin de la guerre et maître de recherche en 1950, l'équivalent des DR2 actuels. Il a un prix de l'Académie des sciences en principe réservé aux Français, qui lui est donné, remis par Louis de Broglie, prix Nobel. Et il a les palmes académiques en 1956. Donc voilà quelqu'un qui a fait une carrière rapide, même si elle a commencé tardivement, en France. Et bien, en 1957, après 32 ans passés en France et 25 à Lyon, il repart pour la Chine. Sa carrière en France, elle est parallèle au développement de l'Observatoire de Haute-Provence, et c'est ça qui permet de comprendre ce qu'il a fait en Chine après. Avant-guerre, l'état des ressources d'observation en France était absolument misérable. On a un projet d'observatoire, je vous renvoie à la conférence précédemment citée, dès 1923, en Haute-Provence. Le projet est repris par le CNRS et commence à se développer en 1939. Et il y a enfin un télescope correct à partir de 1942. Jean Dufay est directeur des observatoires de Lyon et de Haute-Provence, et Cheng, il passe 5 mois à l'OHP entre 1941, puis il fait des allers-retours, ce qui n'était pas une rigolade à l'époque, ça finissait par 10 km à pied. Il peut y rencontrer des gens qui vont devenir célèbres dans le monde de l'astrophysique, comme Evry Schatzmann, qui avait été exfiltré par Dufay là-bas, étant donné qu'il était obligé de se cacher. Le grand projet de l'Observatoire de Haute-Provence, c'est la réalisation du télescope de 1,93 m à l'époque. Alors finalement, le chantier repart après-guerre. La monture est réalisée en Angleterre par la société Grubb Parsons, mais le verre est fondu en France par la société Saint-Gobain, seul avant-guerre capable au monde de faire des miroirs de télescope de cette taille, et taillé à l'Observatoire de Paris par l'atelier d'optique où il y a les meilleurs spécialistes mondiaux. Ce télescope voit sa première lumière en 1958 et c'est le plus grand télescope d'Europe. Mais en 1958, Cheng est rentré en Chine depuis un an. Pour mémoire, quand même, ce télescope, c'est là où on a trouvé la première exoplanète en 1995. Le retour en Chine, eh bien, c'est pas quelque chose de facile à l'époque de rentrer en Chine, parce qu'il y a les guerres de Corée et d'Indochine, et ça vous facilite pas le retour. Et puis rentrer, pourquoi? Les astronomes chinois ont perdu le contact avec leurs homologues étrangers, c'est évident. Mais il y a une politique du gouvernement chinois de refaire revenir les scientifiques. Et il est probable que Zhou Enlai lui-même, Premier ministre, est intervenu directement auprès de Cheng. C'est presque certain, de toute façon ces gens se connaissaient probablement. Et quand il arrive en Chine, il est intégré immédiatement au plan de 12 ans de développement de la science et de la technologie. Il est nommé directeur de l'Observatoire de Pékin, député au Congrès national du peuple. Il crée des enseignements dans les universités, université normale, université de Pékin, et il s'occupe d'un projet industriel à Shanghai qui consiste à commencer à fabriquer des miroirs de télescopes en microcristaux, ce qui n'est pas une petite plaisanterie. Et puis, il commence à réfléchir, à impulser la création de l'observatoire, du nouvel observatoire de Pékin. Il a fallu faire comprendre aux vieux astronomes qui étaient restés en Chine que l'astronomie, ça ne se faisait plus au centre des villes, mais ça se faisait des endroits où il n'y a pas de pollution. Et il a fallu trouver un site au nord de Pékin, à 100 km. Tout ça, c'est son expérience française qui joue. On propose de construire un télescope de 2 mètres, donc même taille à peu près que celui en France. Et le premier projet, ça consiste à acheter le télescope complet auprès de la maison Grubb Parsons, qui a fait la monture de celui de l'Observatoire de Haute-Provence. Là, on aura acheté le télescope complet. Mais voilà, c'est le début du grand bond en avant. Et là, le mot d'ordre, c'est tout faire localement. Plus rien acheter à l'extérieur. Donc, est-ce que ça aurait été possible? Alors peut-être qu'on aurait pu construire la monture en Chine, mais c'est déjà difficile vu l'état de la Chine en 1958. Et quant à fondre le miroir et à le polir, ça c'est quand même une autre histoire, ça paraît quand même un sacré défi. Cheng a bien taillé un miroir de 30 cm, mais ça c'est un miroir de télescope d'amateur.
Alors là-dessus, eh bien, on ne saura pas si c'était possible, parce que ce qui apparaît, ce qui arrive, c'est la révolution culturelle. Cheng est autorité académique réactionnaire, donc il fait le gros dos pendant le temps qu'il faut. Le télescope, inutile de dire qu'il est en sommeil. Et eh bien, malheureusement, Cheng Maolan meurt le 31 décembre 1978, mais il a quand même impulsé la création d'une sorte de copie de l'Observatoire de Haute-Provence. Le télescope de 2,16 m est mis en service en 89, avec un miroir soviétique taillé et poli en Chine probablement, qui sera remplacé ensuite par un miroir chinois peu après. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps perdu. Un télescope de 2,16 m en 1989, c'est un peu has-been. On en est au télescope de 3,50 m et 4 mètres. Donc voilà, c'est le retard. Alors, pour finir sur un truc un peu plus amusant, je vous montre une petite vidéo. Nous sommes le 27 août 2018 à Boyé, village natal de Cheng Maolan, et on va inaugurer le musée des sciences et des techniques Cheng Maolan. Alors vous voyez, il fait chaud, on n'est pas trop habillés quand même. Les gens du village sont venus, c'est un gros village, sont venus un peu voir tout ça avec les enfants, avec tout. Et vous voyez un monsieur ici qui va faire un discours long, je l'ai coupé. C'est un nommé Cheng Baohuai et c'est le neveu de Cheng Maolan. Alors c'est lui qui a fait construire le musée parce qu'il en a les moyens, c'est en quelque sorte un notable. Il est maire d'une ville du sud du Hebei, ville où en 1980 le responsable du parti c'était un certain Xi Jinping. Donc peut-être que ça a aidé un petit peu à la construction de ce musée qui a l'air de tout à fait intéressant. Et là, voilà, il finit son discours et là, regardez bien sûr, vous n'entendez pas les pétards, là, mais il y en a. Et ça, on va ouvrir les portes et on s'applaudit beaucoup. On s'applaudit beaucoup pendant cette histoire. Et on se serre beaucoup la main. Et là, hop, vous allez voir des gens qui s'inclinent. Vous avez vu, ils se sont inclinés. Regardez bien, ils s'inclinent devant une statue, et la statue, c'est la statue de Cheng Maolan. Ensuite, on parcourt les collections, la bibliothèque de Cheng Maolan, et là, je vais revenir un petit peu en arrière. Mince, non mais c'est bon. Et là, vous allez voir un livre, ici, qui est un des grands classiques de l'astronomie des années 50-60, et dont je pense quand même qu'il y a un classique français. Il y a beaucoup de chances pour qu'il ait été acheté rue de la Charité, à la librairie Camugli. Voilà. Donc voilà, là c'est l'image qu'on voit à un court moment avec la statue de Cheng. Et puis, voilà, après, il faut conclure. Alors, que conclure ? 400 et quelques étudiants seulement qui ont quand même eu une importance certaine. Quantifier ça, c'est certainement difficile. Le retour des étudiants chinois en France et à Lyon, eh bien, il va falloir attendre la fin des années 80. Là aussi, des étudiants sélectionnés, mais dans toute la Chine, qui vont arriver à Lyon et ailleurs. Cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de les loger dans un institut ad hoc. Et c'est pour ça que le nouvel institut franco-chinois qui va être créé, qui sera toujours hébergé au Fort Saint-Irénée, s'occupe plus de ce genre d'intendance et ça devient un acteur pour les liens, disons, entre la Chine et la France dans tous les domaines économiques, universitaires, culturels et touristiques. Voilà, je donne un peu de biographie. La thèse, je me suis surtout inspiré de cette thèse qui a juste un an, de Zhou Jie, ici, qui est trouvable en ligne. Le site, je vous recommande le site du Nouvel Institut franco-chinois. Le Nouvel Institut franco-chinois lui-même, si vous y allez, vous pourrez voir une exposition sur l'histoire de l'Institut. Et puis, en général, il y a une exposition temporaire. Je vous recommande le Fonds chinois de la bibliothèque municipale. Et si jamais l'histoire de Cheng vous a intéressé, le papier qu'on a fait avec Yves Gomas sur Cheng. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est ici. Et les transparents de cet exposé sont à cette adresse. Je vous remercie. Eh bien, en ce qui me concerne, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Hié. J'ai été tout à fait subjugué, comme votre auditoire d'ailleurs, qui s'est montré particulièrement attentif,
par la nouveauté, par la précision de ce que vous nous avez narré de manière extrêmement structurée. Cela nous rappelle les belles heures de l'Université de Lyon, même si ici son action se réduisait à l'engagement de quelques personnes, mais c'est peut-être un peu la règle du genre. Ça rappelle également d'autres grandes heures lorsque l'Université de Lyon jouait un extrêmement grand rôle dans la création de l'Université de Beyrouth. Donc, si j'étais un Lyonnais, lyonnaisan de lyonnaiserie, je ne manquerais pas de souligner et de glorifier ce rayonnement de notre capacité à établir des liens avec des zones culturelles qui, a priori, ne sont pas d'un abord extrêmement faciles. Je me demande s'il n'est pas resté tout de même quelque chose de cette sorte de tradition culturelle, de coopération, de relation entre Lyon et la Chine. J'exprime cela à travers une petite anecdote, si vous me le permettez. Dans les années 1970, donc 25 ans après la disparition de cet institut, sous la houlette d'un proviseur de lycée comme on n'en faisait déjà plus, M. Alfred Hahn, s'était créé à Lyon, au lycée Jean Moulin, un enseignement de chinois avec une classe spécialisée dès la classe de 6e. Alors je crois savoir qu'aujourd'hui, ça se trouve assez fréquemment, mais dans les années 70, c'était pionnier. Et chaque année, dans la grande galerie magistrale du lycée Jean Moulin, qui était un ancien couvent, comme vous le savez, on organisait une fête franco-chinoise, alors qui réunissait les représentants de la communauté chinoise, qui représentaient le volontaire désigné d'office par le rectorat, notre administration, les élèves, les parents d'élèves, c'était fort sympathique. Et je me souviens qu'une fois, parce que c'est un enseignement que ma fille suivait, qu'une fois, l'une de ces fêtes, à une tablée, il y avait quelques Français et 2 étudiantes chinoises. Des étudiantes chinoises qui suivaient un enseignement à Lyon 1, sans aucun doute. Et nous les avons raccompagnées chez elles, à Villeurbanne, une fois la fête finie. Et uniquement pour tenter d'établir un lien, nous lui demandons où habitez-vous en Chine ? Et elle nous répond, vous ne pouvez pas connaître, c'est une petite ville de seulement 1 million d'habitants. Alors, ça donne évidemment une idée du décalage entre les différentes échelles. Bien, je ne serai pas plus bavard, et je suis sûr que vous avez des questions à poser. Et donc, le micro va circuler. Vous avez tué le public ? Bien, il me reste donc à vous remercier, cette fois-ci en français. Il y a une question. Combien d'étudiants chinois ? Oui, ça je ne sais pas, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu un changement de nature. Si vous voulez, les universités chinoises, je vais prendre les universités chinoises, je parle sous contrôle de personnes qui les ont bien connues, les universités chinoises en 1970 n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes un très bon étudiant en Chine, après ce qui correspond au baccalauréat, qu'est le Gaokao, vous cherchez probablement à intégrer une très prestigieuse université chinoise comme l'université de Pékin, l'université de Tsinghua, etc. etc. Ce n'était pas le cas en 1980 ou 85, je ne sais plus les dates, où les gens qui ont été envoyés en France, c'était des gens d'un niveau absolument exceptionnel. Vous trouverez peu, je pense, de gens comme ça qui viennent en France au niveau du début d'un premier cycle universitaire. Ce que vous trouvez maintenant, donc vous trouvez toujours des étudiants chinois à ce niveau en France, à Lyon entre autres, je ne sais pas combien,
Mais c'est plutôt des gens qui ont envie de voyager, à mon avis. Ce que vous trouvez, en revanche, toujours, c'est des étudiants, enfin, en tout cas dans mon domaine qui est celui des maths, vous trouvez des étudiants chinois qui viennent faire des thèses. Par exemple, le texte sur Cheng Maolan que j'ai traduit, là, c'est une étudiante en thèse dans mon laboratoire à Lyon 1 qui me l'a trouvé. Donc on a toujours des étudiants en thèse et des post-docs, ce qui fait aussi qu'on recrute aussi des Chinois qui ne repartent pas chez eux. Par exemple, l'étudiante dont je parle, là, a été recrutée au laboratoire de maths d'Orsay, de Paris-Sud. Donc vous avez des étudiants en ce moment qui viennent, je pense qu'il y en a beaucoup au niveau post-doc. Voilà, ou pour des stages ou pour des choses comme ça. Des étudiants qui viennent faire la totalité, en tout cas en sciences. Ailleurs, évidemment, si c'est pour étudier le français, je ne sais pas. Mais c'est plus les mêmes. C'est clairement plus les mêmes. Voilà. Ah non, 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 au Nouvel Institut. Non, 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 le Nouvel Institut ne s'occupe plus. Enfin, il s'occupe de liens, mais il ne s'occupe pas de gérer. Il n'héberge plus d'étudiants. Non, 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 plus du tout. Ça, c'est fini. Bon, maintenant, c'est plus la même situation qu'en dans les années 20. Quoi. Les gens qui arrivent de Chine en France, ils savent ce que c'est que la vie ici. C'est plus la même chose. Oui. Je voulais seulement apporter une petite précision. En droit et en sciences économiques, depuis une vingtaine d'années, il y a des gens qui commencent, qui arrivent dès le début de leurs études. Voilà. Oui, c'est pour après. C'est pas tout. Qui suivent un cursus entier. Oui, mais il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, toujours. Mais je pense que c'est plus tout à fait la même nature. Hein. C'était quand même l'époque où à Lyon 1, on construisait des groupes de travaux pratiques, de travaux dirigés. On avait appelé ça le groupe Wuhan, hein, parce que c'était un groupe où il n'y avait que des Chinois qui étaient entre eux, et c'était assez impressionnant quand même. Hein. Maintenant, en 6 mois, ils arrivent à maîtriser le français. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils sont assez forts. Ce ne sont pas des mauvais. Petite question, vous nous avez décrit un monde qui reste très universitaire, avec des Ouais. échanges très intellectuels. J'avais dans l'idée que le monde économique pouvait être intéressé, dès la création de l'Institut franco-chinois, par cette ouverture, cette porte. Et il n'y a eu aucun Ben, contact, même aucune, Alors, bon, moi, donc le document qui semble être le plus important, c'est cette thèse de Georgia. C'est les archives de l'Institut, ce qu'on peut trouver sur le site de l'Institut franco-chinois. J'en ai parlé à Alain Labatte, qui est l'ancien directeur de l'Institut franco-chinois, hein, qui est inspecteur d'académie en chinois, pas agrégé de chinois. Non, je n'ai jamais vu pour cette époque passer des choses comme ça. Ça ne veut pas dire peut-être qu'il y a peut-être des gens, mais c'est des cas. Il n'y a pas eu de politique en tout cas. Voilà. Alors il y a eu des gens qui ont fait il y en a parmi les étudiants chinois qui ont fait des études d'ingénieur, mais entre des études d'ingénieur et bon, c'est pas tout à fait. Non, je crois pas. Mais il faut voir l'état de la Chine dans les années 20 aussi. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec il n'y avait pas grand-chose à faire. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée rapidement. Donc, je crois que la question ne s'est même pas posée. Hein, voilà. Et aujourd'hui, un étudiant chinois qui fait sa thèse ici, est-ce qu'il arrive à la valoriser aussi bien une fois rentré en Chine que s'il Oui. avait un diplôme d'une grande université américaine? Ah oui, 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 aucun problème. Ça, enfin bon, moi je connais un exemple. Hein, j'ai eu un élève chinois il y a 10 ans à peu près. Maintenant, il est prof à Harbin, dans une des universités qui est les 10-15 meilleures universités chinoises. Non, on lui a proposé 3 postes quand même. Bon, alors c'est pas forcément vrai dans toutes les disciplines, j'en sais rien. Hein. Mais il y a beaucoup de... Alors, la recherche américaine est en grande partie chinoise, hein, quand même.
Hein. Si vous regardez les publications scientifiques chinoises, moi j'ai beaucoup ri au début où on voyait des Chinois en Chine publier. Il y a des gens qui disaient oula, il y a un nommé Wang là, qu'est-ce qu'il publie? Évidemment, il y a un tiers des étudiants chinois qui doit s'appeler Wang à peu près. Donc ça faisait beaucoup. Mais non, mais il faut regarder les publications des universités américaines. Vous verrez la quantité de Chinois qui sont allés s'y installer. Hein. Ça, c'est au Canada aussi d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle une grande sélection des étudiants chinois qui sont envoyés en France? Parce que moi j'ai été amené à côtoyer en